Peut-être peux-tu t'installer confortablement, de la manière la plus confortable possible, où le possible confort est une manière d'être plus agréablement installé. Si ma voix peut rajouter un degré de confort à chaque mot que je prononce, alors ton confort va s'accroître au rythme de mes phrases. Et plus tu vas te concentrer sur ma voix, plus ton confort va s'accroître, plus ta détente va se concentrer sur l'accroissement de ton confort dans une croissance confortable. Peut-être peux-tu ressentir ta tête appuyée sur le coussin et la manière dont ton dos, tes jambes sont appuyées. Ton corps entier est en contact avec ce fauteuil ou ce lit, et chaque partie appuyée est de plus en plus légère, de plus en plus légère. Ne trouves-tu pas cette sensation bizarre d'avoir le corps enfoncé alors que ce corps est aussi léger qu'une plume? Tes pieds sont aussi légers qu'un ballon gonflé d'hélium. Donc tes mollets sont aussi légers que l'hélium. Donc l'hélium est aussi léger que l'air. Et puisque l'air est aussi léger que tes cuisses sont encore plus légères que l'air. Et alors que l'air s'introduit dans ton bassin, peut-être peux-tu ressentir une tornade de bien-être, un cyclone de détente, une tempête de joie, un typhon de relaxation, un tsunami de bonheur. La mer se retire, tout se calme, de plus en plus calme à l'intérieur de toi. Tu entends le silence, tu vois l'invisible, tu entends l'inaudible, tu touches l'intouchable. Tout est calme, serein, en paix, en harmonie. C'est donc de plus en plus calmement, de plus en plus sereinement, de plus en plus paisiblement, de plus en plus harmonieusement, que tu te détends, agréablement et confortablement. La suite logique de cette détente serait de remonter le long de ta colonne vertébrale pour que la détente se diffuse dans tout ton dos, ton ventre et ta poitrine. Mais cela serait bien trop logique pour une séance d'hypnose, où l'illogisme est le maître du jeu. C'est pourquoi tu peux décider de détendre ton majeur droit avant ton index gauche, ou encore ton omoplate avant ton nombril, ou encore tes cervicales après ta tête, ou ta paupière et pas ton œil. Tu vois, tu es libre de te détendre seulement si tu veux. C'est toi qui décides. Et là, je crois deviner que tu viens de décider, que tu avais pris la décision de choisir, que tu avais le choix de te détendre à la vitesse de ta décision. Peu importe la rapidité de ta vitesse, puisque plus vite tu seras rapide, plus rapidement tu seras détendu. Maintenant que tu es aussi léger, que tu es enfoncé dans ce fauteuil ou ce lit, peut-être peux-tu dissocier ta légèreté de ta lourdeur d'enfoncement, en faisant la soustraction du poids de ta légèreté au poids de ta lourdeur. Tu es toujours aussi léger qu'une plume. Au bout de cette plume, une aile. Au bout de cette aile, un ange. Au bout du parc, un gardien qui te protège et qui t'enveloppe d'une lumière dorée, comme on envelopperait une porcelaine fragile, rare et hors de prix, dans du papier bulle de protection. Tu te sens bien, en sécurité, protégé et précieux, comme cette porcelaine. Peut-être pourrais-tu t'amuser à te mettre à ma place et à t'observer, à observer ta vie, de manière objective, avec un point de vue extérieur. Peut-être peux-tu voir que comme cette porcelaine faite à la main, tu tires tout ton charme de ton authenticité, ta valeur, ta rareté, du fait que tu es unique et imparfait. Et que tes défauts font de toi cette personne formidable, charmante, authentique, unique, rare et irremplaçable. Tu verrais alors qu'au lieu de chercher à ressembler aux autres, tu cultiverais ta différence. Jean Cocteau a dit « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi ». Et maintenant, j'aimerais que tu t'imagines être tellement léger, de plus en plus léger, que tu pourrais t'envoler sur un nuage. De là-haut, tu pourrais observer ta vie. Et la personne que tu as perdue pourrait te rejoindre sur ce nuage. Tu pourrais prendre le temps de la serrer dans tes bras. Tu pourrais prendre le temps de dire à cette personne tout ce que tu n'as pas eu le temps de lui dire,
de lui dire que tu l'aimes. Et tu peux ressentir une chaleur immense rentrer en toi. Cette personne que tu as perdue pourrait te dire que le jour où elle est partie, elle ne t'a pas vraiment quitté. Elle est venue s'installer au fond de ton cœur, et elle aimerait que tu ressentes sa présence et sa chaleur plutôt que son absence. Cette personne aimerait te faire passer beaucoup de messages, et pour cela, elle aimerait que tu t'allonges sur le nuage, et que tu écoutes ma voix, comme si c'était la sienne, et comme si c'était elle qui te disait tout ça. As-tu entendu parler de tous ces témoignages de personnes qui ont failli mourir? Elles ont toutes vu un tunnel et une lumière. Elles se sont toutes senties si bien. Les témoignages recueillis aux quatre coins de la planète prouvent que quelque chose existe après la vie. Alors, moi aussi, j'ai vu ce tunnel et j'ai vu cette lumière, et je me suis sentie si bien jusqu'à ce que je voie ton chagrin et tes larmes. Alors, je tente à travers ce CD de t'expliquer qu'il y a bien quelque chose après, que tu peux être rassuré. Je vais te dire quelques témoignages de personnes qui ont vu ce tunnel et cette lumière. Une femme raconte: il y a à peu près 1 an, j'ai été admise à l'hôpital à la suite de troubles cardiaques. Le lendemain matin, étendue dans mon lit, je commençais à ressentir une très forte douleur dans la poitrine. J'appuyai sur une sonnette près de mon lit pour appeler les infirmières. Elles accoururent et s'empressèrent autour de moi. Me sentant très mal à l'aise, couchée sur le dos, je voulus me tourner sur le côté. Mais ce faisant, je perdis mon souffle et mon cœur s'arrêta. J'entendis les infirmières donner l'alerte dans le langage codé de l'hôpital, et en même temps, je me sentais sortir de mon corps et glisser vers le bas, entre le matelas et la barre du côté du lit. Très exactement, il me semblait que je passais au travers de cette barre, jusqu'au sol. Puis je m'élevai doucement en l'air, et pendant que je montais, je vis d'autres infirmières pénétrer dans la chambre en courant. Il y en avait une 12aine. Par hasard, mon médecin se trouvait dans l'hôpital en train de se faire sa ronde. Elles l'appelèrent, et je le vis entrer lui aussi. J'ai pensé: tiens, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Je continuai à m'élever, jusqu'au-dessus du plafonnier, que j'ai pu voir de côté et très distinctement, et m'arrêter, flottant juste au-dessus du plafond, le regard tourné vers le bas. J'avais l'impression d'être un morceau de papier, sur lequel on aurait soufflé pour le faire voler en l'air. De là-haut, j'ai assisté à tout le travail de réanimation. Mon corps gisait là, en bas, étendu sur le lit, bien en vie, et on l'entourait. J'entendis une infirmière s'écrier: « Ah mon Dieu, elle est passée !» tandis qu'une autre se couchait pour le bouche à bouche. J'apercevais le dos de sa tête pendant qu'elle s'y adonnait. Je n'oublierai jamais la forme de sa coiffure. Elle avait les cheveux coupés courts sur la nuque. Tout de suite après, j'observai cet appareil qu'on roulait dans la chambre. On fixait des électrodes sur ma poitrine. Aussitôt je vis mon corps tout entier bondir au-dessus du lit. Et pendant que je les regardais frapper ma poitrine et frictionner mes bras et mes jambes, je me disais: mais pourquoi se donne-t-elle tant de mal? Je me sens très bien maintenant. Je savais que j'allais mourir et que je n'y pouvais rien, parce que personne ne pouvait plus m'entendre. J'étais sortie de mon corps, j'en suis sûre, puisque je voyais ce corps étendu là sur la table d'opération. Mon âme l'avait quitté. J'ai été d'abord très bouleversée, mais c'est alors qu'est intervenue cette lumière brillante. Au début, elle m'a paru un peu pâle, mais tout à coup, il y a eu ce rayon intense. La luminosité était prodigieuse. Rien à voir avec un éclair d'orage, une lumière insoutenable, voilà tout. Et cela dégageait de la chaleur. Je me suis senti tout chaud. C'était d'un blanc étincelant, tirant un peu sur le jaune, mais surtout blanc. Cela brillait formidablement. Je n'arrive pas bien à le décrire. Cela éclairait tout alentour, mais cela ne m'empêchait absolument pas de voir tout le reste. La salle d'opération, le docteur et les infirmières. Tout, j'y voyais très distinctement, sans être aveuglée. Au commencement, quand la lumière est arrivée, je ne me rendais pas très bien compte de ce qui se passait. Mais après, la lumière m'a demandé, enfin c'était comme si elle me demandait si j'étais prêt à mourir. C'était comme quand on parle à quelqu'un, seulement il n'y avait personne. C'était la lumière qui me parlait. Elle avait une voix. J'imagine maintenant que cette voix qui me parlait a dû constater que je n'étais pas du tout prêt à mourir. Elle voulait simplement me mettre à l'épreuve, sans plus. Et cependant, à partir du moment où elle a commencé à me parler,
Je me suis sentie délicieusement bien, protégée, aimée. L'amour qui émanait de la lumière est inimaginable, indescriptible, et par-dessus le marché, elle dégageait de la gaieté. Elle avait le sens de l'humour, je vous assure. Je vais te raconter maintenant la véritable histoire de la Belle au bois dormant. Elle ne s'était pas du tout piquée, avec une quenouille d'amitié à tisser, pas du tout. La pauvre enfant avait eu une crise cardiaque fatale, à seulement 18 ans. Ses parents, ne pouvant accepter son décès, l'avaient allongée sur son lit. Chaque matin, ils venaient vérifier si son cœur n'était pas reparti. Ils avaient tant prié qu'ils auraient espéré le miracle, mais rien n'y faisait, ses paupières restaient closes. Ils auraient été capables de faire toutes sortes de pactes avec toutes sortes de diables pour la faire revivre. Ils auraient volontiers échangé sa vie contre la leur si ça avait été possible, mais ça ne l'était pas. Sa mère et son père se relayaient à tour de rôle pour veiller l'enfant. 1 an, 5 ans, 10 ans, puis 40 ans. Et un soir, alors qu'ils se sentaient fatigués tous les deux, ils décidèrent de la veiller ensemble. Ils s'endormirent main dans la main au chevet de leur fille, et au matin, lorsqu'on les trouva, ils étaient morts tous les trois. C'est en ouvrant les yeux dans un autre temps qu'ils virent le prince charmant réveiller leur fille en l'embrassant. Et oui, la vie continue ailleurs, elle recommence. Mais il avait fallu à la Belle 40 ans pour s'autoriser à revivre la sienne, car c'est le chagrin de ses parents qui la retenait prisonnière entre deux mondes. Elle aurait tant voulu qu'ils continuent à vivre sans elle, à avoir d'autres enfants, d'autres joies. Elle aurait tant aimé ne pas être le seul sens de leur vie. Elle aurait tant voulu les voir sourire, les voir heureux, à la place de quoi elle les avait vus détruire leur vie pour elle, alors que si elle avait pu leur souffler des doux mots à l'oreille, elle leur aurait dit « Vis, vis pour moi, je serais tellement heureuse de te voir heureux. La douleur de m'avoir perdu doit être moins forte que le bonheur qu'on se soit connu. Les moments de bonheur et de joie qu'on a partagés sont tellement plus nombreux, forts et longs que cette seconde où je me suis éclipsée. Quand tu penses à moi, j'aimerais que tu aies le sourire, en te remémorant nos bons souvenirs. J'aimerais que tu gardes en mémoire mon visage lorsqu'il te souriait. J'aimerais que tu sentes ma présence dans ton cœur plutôt que mon absence. Le jour où je suis partie, je suis venue m'installer à l'intérieur de ton cœur, comme une petite bougie qui éclaire ta vie et te réchauffe quand tu es triste. Je suis devenue un ange gardien de plus, à prendre soin de toi et à te protéger. Je continue de t'aimer, et je t'aime encore plus qu'avant, parce que d'ici, mes sentiments sont encore plus grands. L'amour est décuplé lorsqu'on est de l'autre côté. Je n'ai plus aucun préjugé, et je vois à quel point je peux t'aimer. J'essaie de t'envoyer des signes pour te dire que je vais bien, mais tu ne sembles pas les voir. J'aimerais que tu sentes à quel point je suis fière de toi, fière d'avoir fait partie de ta vie. J'aimerais te faire hériter de mes qualités, pour qu'ajoutées aux tiennes, tu puisses être encore plus fort, pour surmonter cette épreuve, qui n'est qu'une séparation provisoire. Dis-toi que nous sommes tous les deux sur l'autoroute de la vie, mais que j'ai emprunté un autre tunnel que toi. On ne se voit plus, mais on roule à côté, et on peut sentir la présence de l'autre. On continue à avancer. On se retrouvera à la sortie des tunnels, si tu nous autorises tous les deux à avancer, en acceptant mon décès. Je suis bien ici, même si tu me manques, ne t'inquiète pas pour moi, et pense à toi. On se retrouvera. Peut-être peux-tu imaginer que cette personne que tu as perdue a simplement mis un vêtement invisible. Il continue à être là près de toi, mais tu ne le vois pas, mais tu peux le sentir dans ton cœur. C'est l'histoire d'une 2 chevaux des années 1950, qui avait été la fidèle compagne de la famille Duquesne, et s'était transmise de génération en génération. En 1980, elle circulait toujours fièrement dans Diane, un petit village de Provence. Malgré ses 120 000 kilomètres au compteur, elle était toujours aussi véloce. Elle connaissait le petit village comme sa boîte à gants, et savait que pour éviter le feu de la rue du 8 mai, elle pouvait couper en passant derrière la mairie, par le petit pont de pierre. Même s'il lui arrivait de caler au sommet de la côte devant chez elle, elle repartait toujours aussi fière et heureuse de sa conquête, de son ascension. Mais un jour, à bout de souffle, malgré son élan, elle ne put gravir la côte. Son moteur s'arrêta pour toujours au creux de la vallée. Une dépanneuse vint alors la chercher. Sa dernière course s'acheva au fond d'une casse, attendant d'être compressée pour être recyclée. 9 mois plus tard, une Ferrari 308 GTB
sortait de l'usine pour un client fortuné, qui avait minutieusement choisi de récupérer toutes ces pièces recyclées aux quatre coins du monde. Parmi elles, le peu de reste de la voiture 2 chevaux donna naissance au capot de cette magnifique Ferrari. Ce client fortuné avait entrepris, après la livraison de son véhicule, de faire le tour du monde des lieux de récupération qui avaient servi à créer sa magnifique Ferrari. Divers villages, dans différents endroits, dont le village de Diane. Ses rues pavées, ses ruisseaux, ses jardins. La Ferrari ronronnait, flambant neuve. Elle parcourait les rues comme si elle était déjà venue. Au moment de passer devant la mairie, elle mit toute seule son clignotant à droite et se faufila derrière celle-ci, traversa le petit pont de pierre, se mit à gravir la côte et cala à 2 pas de la maison des Duquesne. Comment un moteur aussi perfectionné et coûteux pouvait caler là, dans une côte aussi banale, alors qu'elle avait franchi des sommets bien plus abrupts? Comment une voiture qui n'était jamais venue là pouvait connaître ce raccourci, comme si elle avait vécu ici? N'as-tu jamais ressenti ce sentiment étrange d'avoir déjà vécu une scène, d'être déjà venu à un endroit, de connaître une personne, alors que c'était la première fois de cette vie que tu les voyais? N'as-tu jamais ressenti qu'en toi remonter des souvenirs d'une 2 chevaux, alors que tu es une Ferrari? Ne t'arrive-t-il pas de réagir bizarrement, comme si parfois une autre personnalité s'incrustait dans ta vie? Peut-être que toi aussi tu as participé à cette gigantesque recyclerie qu'est la vie, et qu'après avoir été une 2 chevaux, une Ferrari et une Audi, te voici devenue une Lamborghini. Tu caches sous ton capot tous les souvenirs de ces autres vies, et tu gardes les forces de tous ces véhicules, la fiabilité, la tenue de route de la 2 chevaux, la rapidité, la puissance et la couleur de la Ferrari, la robustesse de l'Audi. Le corps n'est qu'un véhicule de location, auquel il faut faire attention, mais en cas de problème, Avis nous en donne un autre pour continuer notre voyage. Quand notre âme prend possession de cette nouvelle carrosserie, il nous faut quelque temps pour prendre nos marques, s'habituer au volant, au commodo, bien régler ses rétros, la température de la climatisation, la hauteur de notre siège. C'est au fil du voyage que des souvenirs nous reviennent. Quand la pluie se met à tomber, l'automatisme de l'essuie-glace apparaît. On a aussi parfois tendance à se retourner pour voir s'il n'y aurait pas un passager. Quelqu'un qui nous manque, dont on sent la présence. Quelqu'un qui, même invisible, fera toujours partie du voyage. Et un jour ou l'autre, on rencontre cette personne qui a aussi changé de véhicule de location. On la reconnaît malgré son changement d'apparence. Quelque chose dans notre cœur nous envoie une sorte d'évidence. Alors si la personne que tu as perdue a changé de véhicule, sache qu'un jour vous vous retrouverez, différents, mais vous saurez que vous vous êtes déjà aimés. L'être cher que tu as perdu au fond de ton cœur a déposé à l'intérieur de ton cœur un manuel du survivant pour t'aider à surmonter cette épreuve. Chapitre 1. Je t'aime. Quoi qu'on ait pu se dire, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je suis devenu un être de lumière et je te protège. Chapitre 2. Je sais que tu as besoin de preuves pour croire que je vais bien, pour savoir qu'il y a une vie après la vie. Alors comme tu ne vois pas mes signes, va donc te renseigner sur la théorie des 21 grammes, sur les témoignages des personnes qui ont failli mourir et qui ont vu cette lumière, parce que moi aussi je l'ai vue, cette lumière. En 1907, un médecin a démontré la théorie des 21 grammes. C'est la différence de poids entre un corps avant et après sa mort. 21 grammes est donc le poids de l'âme, ce qui signifie que l'âme quitte le corps, qui ne lui sert plus, pour continuer à vivre autre chose après. Pendant un certain temps, je vais rester près de vous, et dans quelque temps je recommencerai une autre vie. Je suis bien et heureux, même si vous me manquez. Ce que je voudrais, c'est vous voir heureux, et vous voir continuer à avancer. Tu vas ressentir une force et une énergie incroyables, parce que tu es quelqu'un d'incroyable. Bats-toi pour moi, montre-leur à tous que tu es quelqu'un de génial. Je t'aime, sois heureux pour moi. Chapitre 3. J'aimerais que tu m'écrives une lettre, dans laquelle tu exprimeras toute la colère que tu ressens à cause de la violence que t'a fait ma mort. Écris-moi tout ce que tu me reproches, vide ton sac, et tu te sentiras mieux.
Tu peux mettre aussi toutes les belles choses que tu ressens, te rappeler de tous les bons souvenirs que nous avons vécus ensemble. Et ensuite, tu peux détruire cette lettre. Je viens sécher tes larmes et emporter ton chagrin pour les remplacer par des rires et des éclats de joie. J'aimerais tellement te voir sourire à nouveau. J'aimerais tellement te voir heureux. C'est pourquoi j'aimerais que tu remontes en arrière, au plus loin souvenir que nous avons ensemble, et que tu regardes tous les moments merveilleux que nous avons passés tous les deux. J'aimerais que tu revoies tout, et que tu imagines que je ne suis pas vraiment partie. C'est comme si j'avais déménagé à l'étranger, que nous étions très éloignés. Tu continuerais à vivre, tu continuerais à m'envoyer des photos, à me parler sur Internet, à me téléphoner. Imagine juste cela. Envoie-moi des SMS, des petits mots doux. Pense à moi, c'est tout ce que je te demande. Mais surtout, surtout continue à vivre. J'aimerais tellement te voir heureux. C'est pourquoi je te demande de tout mon cœur de m'autoriser à partir et à continuer ta vie. Nous nous retrouverons, c'est promis. Nous nous retrouverons. Petit à petit, tu vas sentir une énergie incroyable t'envahir. Tu vas voir les choses autrement. Tu vas être persuadé qu'il y a une vie après la vie et que nous nous retrouverons. Ton corps va pouvoir se désengourdir. Tu vas te sentir de mieux en mieux. Tu vas te sentir ressourcé, apaisé et heureux parce que tu mérites d'être heureux. Je continue à vivre ma vie à travers toi. Alors surtout, sois heureux.